Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Mbotela bino bandeko balandi ya iWeb Radio boye imala munakati ya manaka na biso Presse In. Na mokolo ya lelo tokolobela maetali Kagame o azali motambo simboka ya Rwanda koluka komituna boni ye akomi na suka to azali na kati bitumba oyo ye aza kobundisa mboka ya Kongo. Pendeke tomesana na kati ya Presse In nazalaka ngai moko te na plateau soki nazala ndeko Gilbert te nazala ndeko Atibu soki te tokozala biso misato elongo kasi lelo nakozala na ndeko Gédéon Atibu mbote na yo. Bonjour Kandiki Salou, bonjour à nos auditeurs et à tous ceux qui nous font confiance. Boya imala na kati ya Presse In. Je trouve un peu compliqué ton entrée à l'émission, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de commencer l'émission Presse In en lingala. Ouais, c'est... Pour attirer nos auditeurs et internautes et lecteurs qui sont plus lingalaphones. Ça va? Naturellement, oui, ça va. Ça va. Bienvenue. Merci. On se retrouve dans le cadre de notre mission Presse In. Et la question qui est sur table, c'est celle de savoir si le régime de Paul Kagame tend vers sa fin, et exactement au regard de toutes les lignes qui sont en train de bouger, au regard de la pression incessante que font les autorités congolaises sur le régime Paul Kagame et le soutien surtout de la population qui ne veut pas lâcher, surtout cette question de l'Est. Tous ces éléments, tous ces ingrédients réunis nous font croire que la fin de Paul Kagame arrive sous peu, si surtout l'homme persiste dans sa théorie de toujours vouloir piller les ressources naturelles à foison dont dispose la République démocratique du Congo en créant l'insécurité dans la partie Est, parce qu'il faudra relever un fait ici. Paul Kagame, qui est le parrain de plusieurs groupes armés dans la partie Est, profite de cette insécurité, profite même de la déstabilisation du Grand Congo pour accroître son empire. Et il est fait en complicité avec le multinational qui sont en train de le soutenir, et au-delà même des multinationales, mais j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pimenté, et je suis tombé sur un dossier aussi sensible, et ceci peut intéresser, ou ceci peut donner quand même, réveiller les autorités congolaises à prendre beaucoup plus confiance, car depuis lors, je le disais, sans avoir de précision, sans avoir de preuves probantes, maintenant là, j'en suis venu à tomber sur ce coup fourré que la plupart des pays au niveau de la sous-région, au niveau même de l'Afrique, sont en train de tendre contre la démocratie du Congo. Et aujourd'hui, dans ces complots de déstabilisation de notre pays, on ne parle plus que de Kagame, on ne voit pas que Kagame, on voit d'autres pays, et à un certain moment, ou encore le 4 derniers mois ou les 5 derniers mois, la tendance a un peu évolué, et dans les pays qui nous déstabilisaient, on a inclus aussi l'Ouganda, au regard de son lien historique avec le Rwanda de Paul Kagame, puisqu'il faudra rappeler que Paul Kagame a passé la grande partie de son temps en Ouganda, où il est allé apprendre, où il était même major au sein de l'armée ougandaise avant de rentrer dans son pays et occuper le poste de la magistrature suprême depuis 2000 ans. C'était en avril 2000 ans. Depuis lors, on n'a jamais connu de démocratie dans ces pays. Depuis lors, Kagame s'est efforcé à réprimer les manifestations publiques, à étouffer l'expression, la liberté d'expression dans son propre pays. Aujourd'hui, il y a plusieurs camps au Rwanda qui sont en train de se plaindre de cette situation, de cet état de choses, et qui ne le profitent pas assez. Et donc, aujourd'hui, le Rwanda a le soutien de beaucoup de pays et même de toute l'Union africaine,
qui profitent en même temps aussi de cette insécurité. Mais la tendance que prend Kinshasa, nous allons le voir avec les développements tout à l'heure, la tendance maintenant, actuellement, l'énergie et surtout la dynamique anti-Kagame qui s'enracine maintenant dans la mémoire collective de tout le Congolais ne permet plus à Kagame de respirer, qui ne permet plus à Kagame maintenant de continuer avec sa théorie des ventes en guerre. Et aujourd'hui, il est étouffé, quand bien même la RDC n'a pas encore réussi à réunir à mettre tout le moyen sur pied pour combattre et pour contrecarrer tout le plan de Paul Kagame. Mais aujourd'hui, la RDC est en train est déterminée à défendre l'intégrité de son territoire. La volonté de défendre le pays n'est pas seulement au niveau du premier citoyen, c'est même au niveau même de l'ensemble de la population congolaise qui est déterminée, mobilisée à mettre fin à toutes ces années de tueries, à toutes ces années de pillage des ressources de minerais congolais, à toutes ces années d'insécurité, même d'instabilité sécuritaire et politique. Et voilà, c'est là maintenant la tendance. Et on croit que nous sommes sur la très très bonne lancée. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à vous rendre compte, pour vous en convaincre, suivez l'attitude de l'homme à la taille svelte, Paul Kagame, ces derniers mois. Il est agité, il ne fait plus la paix avec lui-même. Kagame il est même contre lui-même. Kagame est même contre lui-même. Aujourd'hui, quand vous voyez Kagame, c'est un homme qui est dépassé par les événements, c'est un monsieur qui est effaré, il ne sait plus sur quel pied danser. Et moi, je me dis, ça ne fait que commencer. Et le président congolais ne lâchera pas. Aujourd'hui, on est heureux de voir quand même le régime de Paul Kagame commencer à s'intéresser à ce qui se passe au Congo, commencer même à s'intéresser des questions liées à l'organisation des élections qui ne relèvent que de la souveraineté d'un État. Aujourd'hui, quand même, il commence à s'intéresser à cela, alors que dans son propre pays, on n'a jamais connu la démocratie. Eh bien, ce sont des leçons qu'il est en train d'apprendre en voyant comment le gouvernement congolais est en train de faire sortir le pays au moins de cette situation. Eh bien, aujourd'hui, avec la détermination du peuple, on pourra arriver à mettre fin à l'imposture et même à l'instabilité grandissante dans la partie est du pays. D'ici la fin de cette année, tu penses qu'on va y arriver à oublier définitivement la guerre à l'est du pays, qu'on pourra vraiment faire partir les M23, sinon tous les rebelles qui sont en train de naître de part et d'autre? Tu penses? C'est une question pertinente. C'est une question pertinente. C'est vrai, la volonté de mettre fin y est. Mais l'astuce ou encore les tacts pour arriver à recréer quand même la sécurité dans l'est du pays, à pacifier des zones occupées par des rebelles, en est une autre chose. Et il faudra maintenant que, ici au Congo, que nous puissions suivre cette ligne, que nous puissions maintenant s'inscrire dans la ligne maintenant du combat, dans la ligne maintenant de mettre Kagame hors état de nuire. Parce que, je l'ai toujours dit, la responsabilité, notre responsabilité est patente dans cette histoire et notre responsabilité générationnelle surtout, on nous demande cela. Et c'est vrai, aujourd'hui, la RDC se trouve dans une posture où elle ne sait pas faire confiance à aucun État, elle ne sait pas faire confiance à personne. La RDC se trouve dans une posture où elle-même doit prendre son destin en main. C'est-à-dire aujourd'hui, point n'est besoin de compter sur la force régionale de l'EAC, qui d'ailleurs ne fait pas l'unanimité à l'est du pays, qui d'ailleurs qui essuie des critiques à longueur de journée. On ne veut pas de cette force. Mais qu'est-ce qu'on attend pour se retirer de l'EAC? Alors, se retirer maintenant implique beaucoup de choses, et ce n'est pas évident. Ce n'est pas le jour, en 3 mois, en une semaine qu'on arrive à se retirer d'une organisation. Qu'est-ce que ça demande? Alors, ça demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, il faudra formuler la demande. La RDC devra formuler la demande de se retirer de l'organisation de l'EAC. Et cette demande devra être examinée dans un sommet qui réunit tous les pays membres
Et un tiers de tous ces pays membres doivent voter, un tiers de pays membres doivent accepter votre retrait, le retrait ou non. Et la demande devra être soutenue, devra être examinée à l'espace de 12 mois. Donc c'est à l'espace de 12 mois. 12 mois. Donc pendant 12 mois, vous restez membre à part entière de cette organisation et vous continuez à subir toutes les conséquences des signatures, des engagements pris dans le cadre de cette force, de cette organisation sous-régionale. Alors, ce n'est pas toujours évident. Alors, le gouvernement congolais devra au-delà, parce que là, c'est une épine sous le pied de Tshisekedi, sous le pied de tout son gouvernement. C'est une patate douce dont il faudra maintenant s'extirper. Et au-delà de ça, parce qu'on ne sait plus faire partie de la force de l'EAC, on ne sait plus se retirer de cette organisation, il faudra maintenant réfléchir autrement. Il faudra, au-delà de ça, contourner le problème, parce que là, on est plein pied dans on est plein dedans. Vous voyez, le problème est là, le problème devant nous, et on ne saura pas y échapper. Il faut juste beaucoup plus d'énergie. J'ai besoin qu'on puisse réfléchir un tout petit peu. L'objectif principal du fait qu'on ait adhéré à l'EAC, c'était un moyen de trouver la paix. Naturellement. À l'est de notre pays. Mettre fin à la guerre, faire partir les rebelles et enfin voir l'est du pays se développer, voir l'est du pays être au bénéfice du pays lui-même. Nous adhérons à l'EAC. Attendons un soutien. L'EAC nous envoie cette force régionale. L'EAC nous envoie toutes ces armées qui, malheureusement, viennent jouer le même rôle que la MONUSCO. Ils sont observateurs. Voilà. Le même rôle quasiment. Oui, ils restent dans les zones tampons où nous-mêmes, Congolais, n'avons plus le droit d'y accéder. Nous continuons de compter jour pour jour des pertes de vie et de la façon la plus bestiale, la plus animale qui soit. Cela prouve, cela montre clairement que l'EAC ne nous veut aucun bien. Si l'EAC nous voulait un bien quelconque, aujourd'hui, nous devrions déjà sentir ce soutien au vrai sens du mot venant de leur part. Bon. Vous envoyez vos armées qui restent observateurs, qui ne nous soutiennent en rien, parce que ce qu'ils font là ne nous sert à rien. Bon. Que nous-mêmes nous puissions nous défendre, allons à l'offensive, au répondant, selon ce que nous donnent nos attaquants, nos ennemis, l'EAC ne veut pas. L'EAC nous demande de dialoguer. Comment je veux dialoguer avec quelqu'un qui tient un pistolet braqué sur mon front, ayant déjà éliminé ceux qui se tiennent à ma gauche et à ma droite? Je reste le front bien au milieu. Hein? L'arme que tient mon ennemi, mon adversaire se tient bien au milieu de mon front. Il ne lui manque plus que quelques secondes pour m'anéantir. Pourquoi est-ce que nous allons être contraints d'attendre une année? Nous allons être contraints de suivre la procédure pendant qu'en retour, l'EAC ne nous donne pas ce pourquoi nous nous sommes allés vers eux? C'est la question que je suis en train de me poser. Non, mais s'il faut se rebeller même contre l'EAC, il faut se rebeller. Parce que, imagine, tu m'as dit qu'il faudrait attendre... la procédure pourrait prendre 12 mois. 12 mois. Je crois que 12 mois aujourd'hui, s'il faut compter, on irait même au-delà de la fin. Et ces pays membres doivent voter. Et s'ils sont contre votre décision, ça veut dire qu'on ne sort pas de là. Et si on ne sort pas de là, donc ça veut dire que les M23 continueront de gagner les territoires à l'est du pays, jusqu'à prendre Goma, parce qu'ils n'en sont plus très loin. Et puis voilà, cette balkanisation que nous sommes en train de redouter, que nous avons repoussée de toutes nos forces depuis toutes ces années, va finir par prendre forme, par prendre chair. On va dire que ça, c'est une volonté totale de l'EAC. C'est ce que veut l'EAC pour nous mettre en condition de souffrance, pour nous mettre à genoux. Et eux,
bénéficier de ce que nous avons comme richesse. C'est le seul analyse qu'on peut faire en ce moment-ci. C'est la seule lecture. Au but voilà. Français, ça va bien. Au moni français. Au moni français, costume, logique, réflexion et belé. Quelquefois, on finit par se sentir bête, quoi. À force d'être trop intelligent, d'être trop dans les analyses, trop dans la recherche de la solution, on se rend compte qu'on est bête. Parce que là, maintenant, je ne sais pas, pauvre notre président de la République, Chimal, à sa place, comment il se sent président, mais limité, incapable de... Le chef de l'État. Oui, de faire exactement ce qu'il faut pour mettre fin à tout ça. Et la population de l'Est du pays. Tu sais, on est bien. Nous, on est assis ici. À un moment donné, tu sortiras, tu prendras un bus, tu prendras la voiture, la moto, ce que tu veux. À l'Est, ça ne va pas. Pour retourner chez toi, pour retrouver ta famille, pour manger, pour boire, pour dormir tranquillement. Pendant qu'à l'Est, ils dorment au clair de lune, ils mangent des crudités, ils courent, ils ont le choc, ils ont Alors, voici la solution que je voulais proposer, ou encore la recette qui est en train d'être travaillée au niveau du gouvernement. Tantôt là, on a parlé de cette complicité au niveau de la sous-région. Donc, à partir de maintenant, il faudra se méfier de tous les États, et même du Congo d'en face. Il faudra se méfier à un certain moment, même du Congo-Brazza, il faudra se méfier de tout le monde. On ne peut pas faire confiance, et plus de prudence, plus de vigilance. C'est ainsi qu'on sera sorti de cette situation. Et la dynamique anti-Kagame n'est pas seulement proprement congolaise. La dynamique anti-Kagame est en train de prendre racine même au niveau du Rwanda, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Rwandais aspirent à un changement, beaucoup de Rwandais rêvent d'une nouvelle ère, peut-être avec la page que la page Paul Kagame puisse tourner à la tête du pays. Et donc c'est une dynamique qui peut à la fois profiter aux Congolais. On peut s'en saisir dans le sens où on a besoin maintenant de faire réellement la guerre au Rwanda, dans le sens où on a besoin de faire asseoir notre hégémonie sur les petits Rwandais. Parce qu'il y a des mécontents qui sont au Rwanda, ils sont nombreux. Ils ne sont pas seulement au Rwanda, ils sont éparpillés, ils sont éparpillés à travers le monde. Certains sont même, ce sont des exilés politiques. Ils ne savent pas que le jour où ils vont rentrer. Et donc, le régime qui est là en place ne menace pas seulement les intérêts congolais, ne menace pas seulement les intérêts des Rwandais qui veulent la paix au niveau, dans l'ensemble de la sous-région, menace aussi la paix de toute l'Afrique, de toute l'Afrique centrale. Et vous allez vous souvenir des tweets polémiques, des tweets controversés du fils de Yoweri Museveni, le général, son fils général qui est déchu. Il avait déclaré publiquement que l'Ouganda et le Rwanda sont deux fortes armées sur le continent et personne ne peut résister à ces deux pays. Et donc, ils sont dans une politique de vouloir récupérer le Kenya, de vouloir récupérer la Tanzanie et d'annexer ces deux pays à la Tanzanie et d'annexer les deux pays au Rwanda et ainsi qu'à l'Ouganda. Donc pour eux, c'est les pays que je viens de citer faisaient partie, ces quatre pays, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, faisaient un seul pays. Et c'est lors de la conférence de Berlin en 1885 que maintenant on a coupé qu'on a eu de nouvelles frontières. Et donc ces fils-là, les fils de Yoweri Museveni, n'est pas d'accord avec le frontière qui serait purement occidental. On veut maintenant rentrer dans l'état initial, donc créer ces mêmes pays. Et donc pendant ce moment,
La RDC était en train de réfléchir sur le voies et moyens comment mettre à pied le Rwanda, mais le même jour où le fils de Yoweri Museveni a fait ses déclarations, le Kenya s'est réveillé. Le Kenya a même envoyé des militaires à la frontière avec le Rwanda. Et donc, c'est pour dire le Rwanda aujourd'hui et l'Ouganda présentent une menace permanente pour toute l'Afrique. Eh bien, la RDC, qu'est-ce qu'elle attend maintenant pour se saisir de tous ces hommes, pour maintenant jouer, maintenant utiliser les hommes qui ne sont pas d'accord avec le régime Kagame, utiliser les hommes, les politiciens qui sont peut-être exilés et qui pourraient nous servir même, on pourrait se servir d'eux, juste même en termes d'information. Parce que l'information est très très capitale lorsque vous voulez faire la guerre à un pays. C'est là le marque que je voulais donner, le marque que je voulais proposer peut-être à notre gouvernement, d'utiliser les hommes, d'utiliser quand même certains Rwandais qui ne sont pas contents de ce régime et qui veulent voir un changement à la tête du pays. En dehors de ça, parce que là nous sommes dans un problème, il faudra contourner maintenant le problème parce que c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir trouver des solutions à des problèmes. Nous sommes de plein pied dans un problème, il faudrait maintenant contourner cela. Qu'est-ce qu'il faut faire ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'immédiat? C'est par exemple redéfinir les soutiens, redéfinir les partenaires. Aujourd'hui, on ne sait plus avec quel partenaire faire la guerre, puisque faire la guerre n'implique pas, ne demande pas seulement le moyen financier, ne demande pas seulement le moyen, la logistique et que sais-je encore, mais aussi le rapport de force, parce qu'il faudra compter avec le partenaire qui vous accompagne pour faire la guerre. Aujourd'hui, si l'Ukraine peut résister à la Russie, qui est fortement armée, si l'Ukraine aujourd'hui essaye au moins de respirer, c'est parce que derrière l'Ukraine, on retrouve tout un soutien des États puissants au niveau de l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, la RDC devrait s'inspirer, au moins de cet exemple, faire de même. Par exemple, redéfinir le partenaire, et le partenaire que nous devons choisir maintenant doivent être le partenaire qui inspire confiance, de partenaires qui peuvent vous accompagner pour mettre fin à cette situation. La deuxième chose, oui. As-tu un exemple d'abord pour la première proposition? Un exemple, par exemple, je choisirais la Russie. Voilà. C'est un partenaire crédible qui peut vous accompagner et qui peut, n'est-ce pas, vous aider à avancer dans ce schéma. Et la deuxième chose, c'est par exemple engager des pourparlers avec les fils du pays. On a créé l'union sacrée de la nation, ou je ne sais pas si c'est pour la nation, on n'a jamais réussi à définir exactement les termes ou les concepts, mais je crois l'idée était bonne de créer une union sacrée autour de la nation, mais ça aurait été assez important, ça aurait été mieux si l'on créait une union sacrée autour de la situation de l'Est. Et là, que les gens ne viennent pas parce qu'il sera question d'argent, parce qu'on va débourser, on va faire sortir 100 millions ou encore 10 milliards de dollars pour se partager. Là, ça serait une idée très capitale. Et dans le cas de réengager les pourparlers, ou encore, ça dit la même chose que la cohésion nationale. Et beaucoup plus, prendre langue avec le ressortissant de l'Est, avec les originaires de ces deux provinces qui sont en proie aux violences armées. Je parle de la province de l'Ituri et de la province du Nord Kivu. La troisième proposition, c'est mettre de côté tous les généraux au passé compliqué. Mettre de côté tous les généraux qui seraient impliqués dans le cas des détournements ou qui seraient cités dans le cas d'un complot contre peut-être les institutions de Kinshasa. Et la quatrième proposition, sinon il y en a autant, monter maintenant sur pied une armée équipée, une armée capable de faire la guerre, une armée capable maintenant et professionnelle surtout de nous mettre au retard d'unir le Rwanda.
Puisque aujourd'hui, il faudra se le dire, si le Rwanda nous fait la guerre, c'est parce que le Rwanda connaît suffisamment les faiblesses congolaises. Et nous ne connaissons pas leurs faiblesses et par conséquent, nous ne saurons pas les exploiter. Alors, ils connaissent les faiblesses congolaises, ils savent que l'armée est infiltrée, l'armée a de tels généraux, on peut passer par tel pour atteindre telle personne. Alors, il faudra même restructurer les choses, monter une armée républicaine avec peut-être des nouvelles figures si possible et même recruter de nouvelles unités, recruter de nouvelles personnes qui viennent fraîchement de l'université. Et là, cela demandera un gros budget pour l'armée et pour mettre fin à cette situation de l'Est. C'est là au moins les quelques pistes qui nous restent sur table et que l'on peut exploiter pour espérer avoir un changement dans la partie Est. Mais au regard de toutes les lignes qui sont en train de bouger, au regard de l'envie au niveau du gouvernement, nous sommes d'accord, nous sommes en train de nous accorder que la fin de Paul Kagame n'est pas si loin, elle est très très imminente. Merci à toi Gédéon Atibou. Pour la première fois, je n'ai pas à redire. Tu n'as pas à redire comment? Je n'ai pas à redire parce que j'épouse totalement les propositions que tu venais là d'étaler. J'espère que nous aurons l'occasion de nous faire entendre et que tout ce qui a été ici dit sera pris en compte et peut-être mis en exercice. Je vous ai dit, j'avais lancé mon appel ici au président Félix Tshisekedi d'opérer son choix sur ma modeste personne. Et voilà, donc lorsqu'on parle, on parle au nom de la nation. Et très souvent, tu es avec moi et on est dans tous les éclats. Hein. On s'est mis parfois en colère parce qu'on a attendu, on aurait appris qu'un membre du gouvernement a détourné. Ça nous met parfois dans tous les états et on ne sait pas comprendre que ces pays, avec toutes les intelligences que nous avons, avec tout le moyen que nous avons, que nous n'arrivons pas à mieux vivre. Aujourd'hui, je vous dis, les Congolais font 3 fois, 4 fois plus d'efforts pour juste se trouver un pain. Et au vrai sens du mot, j'ai dit un pain. Pour juste trouver un pain, vous devez faire 3-4 fois plus d'efforts. Oui. Alors qu'ailleurs, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui vivent mieux grâce ou encore avec les minéraux congolais, avec le minerai du sang congolais. C'est quand même anormal et cela doit nous révulser, doit nous révolter et nous devons sortir de nos gants pour maintenant porter le pays sur nos épaules. La responsabilité générationnelle, je l'ai toujours souligné et je le répète encore, c'est très important. Nos enfants, nos petits-enfants nous demanderont aussi qu'est-ce qu'on a fait pour eux. Et je serais heureux, par exemple, lorsque je serai vieux, de brandir toutes les vidéos dans lesquelles j'analysais sans gants et froidement des questions générales sur la situation de mon pays. Et je serais heureux. C'est ainsi que je contribue à ma manière à l'avancement, à l'émergence de mon pays. Aux décideurs de suivre nos propositions, aux décideurs de s'en rendre compte et de faire bousculer les choses. Parce que très souvent, lorsqu'on est élevé, on oublie carrément que l'on est élevé pour travailler pour la nation. Lorsqu'on est élevé, on n'est pas élevé juste pour sa famille et juste pour son ventre. Et dans la plupart des cas, qu'est-ce qui nous arrive? L'autre fois, on discutait, lorsqu'on a des belles idées avant le pouvoir. Et une fois au pouvoir, on oublie totalement, on va maintenant migrer dans le mirage. C'est comme un changement de carte mémoire. Alors, je vous ai posé la question, et le changement de carte mémoire automatique. Je vous ai posé la question, est-ce que c'est ce qui est arrivé à Laurent Désiré Kabila? Je crois que la réponse est non. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il est arrivé... C'était l'inverse. C'était l'inverse. Il a sérieusement travaillé pour la nation. On a vu le changement dès le premier mois. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? On n'a pas de leaders. Sinon, ce sont des leaders fabriqués. Parce que vous avez l'argent, parce que vous avez une certaine autorité dans tel domaine. Alors, vous faites passer pour un leader. Alors, un leader, il reste fidèle à sa vision. Il reste fidèle à sa ligne conductrice. Et il ne va jamais déroger à cela. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il reste déterminé pour juste concrétiser sa pensée. Le comble, c'est qu'on n'a pas de leaders, on a des gens qui arrivent au pouvoir, comme que j'appelle des politiciens fonctionnaires, qui arrivent au pouvoir et qui ne se contentent qu'à
recevoir leurs émoluments et qui se contentent de recevoir peut-être leur salaire sans penser au développement de la nation. C'est là le plus grand malheur. Mais nous espérons que peut-être avec les nouvelles échéances électorales, nous pourrons avoir des politiciens dignes de ces noms et qui pourraient avoir des visions. Merci, et surtout des idées prospectives. On ne réfléchit pas en fonction de ce qu'on voit aujourd'hui, on doit réfléchir en fonction de ce qui doit arriver en 2050. J'étais encore enfant et j'attends le blanc réfléchir par rapport à 2070. Merci à Thibaut. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, chers lecteurs, chers internautes de iWeb. Restez connectés, nous émettons depuis la 93.5. Au revoir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.